Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 54 si je ne m'abuse, le numéro n'a rien à voir évidemment. Encore une fois pour l'actualité informatique, technologique de la semaine. On va commencer par une news un petit peu light, histoire de se mettre en jambe, mais évidemment on a une grosse news cette semaine-ci, et c'est évidemment la sortie des Ryzen deuxième génération, techniquement Ryzen Plus plutôt, mais bon. Donc ça on va en parler, on va dire de manière vraiment importante après. Vous avez une table des matières dans la description si vous voulez sauter directement vers les sujets qui vous intéressent. Mais bon, première news, c'était au niveau de Motorola qui a annoncé le refresh de chaque année, hein, comme d'habitude. Donc le Moto G6 par exemple, et aussi des modèles plus bas de gamme. Alors, c'est pas les meilleurs téléphones au monde, mais ce que j'aime bien avec justement la gamme Motorola, c'est qu'ils sont vraiment pas chers. Là, on arrive avec le ePlay à un prix de 149 €. Donc c'est vraiment, alors vraiment pas cher. Personnellement, pour ma famille, j'ai déjà conseillé plusieurs fois des Motorola parce que c'est pas les meilleurs, mais ils ont à peu près tout ce qu'il faut pour, on va dire, une personne normale. Ils ont aussi un design qui est un peu passe-partout, une surcouche Android assez légère, surtout sur les derniers modèles, et juste ce qu'il faut en fait, vraiment ce qu'il faut. Alors évidemment, il y a d'autres marques qui sont très bien, il y a aussi, on peut aller dans le marché chinois, là il y a des très bonnes marques évidemment, mais il y a souvent beaucoup plus de désavantages au niveau de la garantie ou autre chose, surtout si on fait importer. Donc, personnellement, je me sens plus confiant de conseiller du Motorola. Donc là, il y a quelques modèles intéressants, notamment le Moto i5 Play, justement, qui est le moins cher. Donc, écran 5,2 pouces, 720p. Pas besoin de plus, hein, franchement, du 720p sur un écran aussi petit. On va pas... Bon, évidemment, si vous commencez à chercher, vous verrez la différence, mais pour la plupart des gens, ils ne verront pas la différence. 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, c'est toujours ça que je trouve un peu dommage par contre avec Motorola, c'est augmenter la taille du stockage, ça coûte pas si cher que ça, en tout cas, moi je trouve. Limite, c'est plus intéressant d'avoir un petit peu plus de stockage que 2 Go de RAM, mais bon. Le jack, évidemment, ça semble logique. 2800 mAh, ils sont un petit peu en baisse, il me semble, par rapport au modèle d'année dernière, à ce niveau-là, donc c'est un petit peu dommage. Après, avec un écran 720p, un Snapdragon 425 ou 427, il va durer longtemps. Hein. C'est pas comme un téléphone haut de gamme qui a une batterie de 2800 mAh. Hein. Pas du tout. Et aussi, vous avez du coup d'autres modèles un petit peu plus différents. Le Moto G6, évidemment, qui est un peu le flagship, le plus gros. Donc 5,7 pouces, avec un format 21 neuvième, techniquement. Enfin, non, pas 21 neuvième, 2 pour 1, en fait, donc du 18 neuvième. Qui du coup a un Snapdragon 450, le plus gros entre guillemets dans la gamme des plus bas de gamme, en tout cas chez Snapdragon. Je vous rappelle, les Snapdragon en 400 et des, c'est les plus petits. Vous avez les 600 qui sont les moyennes de gamme, et puis vous avez les 800 qui sont le haut de gamme. Donc là c'est le plus gros mais en bas de gamme. Il devrait pourtant très bien se débrouiller en réalité. Hein. On a même un Adreno 506 qui est pas trop mal en réalité, 3 ou 4 Go de RAM et 32 à 64 Go de stockage, 3000 mAh, donc franchement il y a ce qu'il faut. Par contre il est à 249 $, et là c'est déjà un marché un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus chaud pour lui, vu qu'il y a pas mal de concurrents à ce niveau-là. Par contre, un qui m'intéressait le plus au final, c'était le Moto 5 i5 Plus, parce qu'il a genre Snapdragon 435, c'est pas mal franchement, c'est une bonne upgrade. Il a un écran... en gros, il a un écran, justement, 2 pour 1. Donc, 2 pour 1, c'est encore une fois 18 neuvième. En 720p. Donc, genre, peut-être pas assez pour pour certaines personnes, mais suffisant, je pense, pour pas mal de gens. Donc, vous profitez du nouveau format, très populaire, tout en gardant un écran pas trop haute résolution. Un Adreno 505, qui est pas mal. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, et surtout une batterie de 5000, 5000 milliampères. Et c'est juste énorme. Et il est à 169 €. Le seul désavantage, en fait, mais c'est aussi parce que c'est pour ça qu'il y a une aussi grosse batterie, c'est qu'il a un écran de 6 pouces. Donc, à mon avis, le téléphone va être gros. Surtout que là, c'est pas un 6 pouces Samsung avec des bords très fins. C'est Motorola. Donc, ça va être assez épais. Bien que là, comme vous pouvez voir, les bords sur le 6 pouces ici sont assez fins en réalité. Donc ils ont essayé de le minimiser au maximum sa largeur, mais il sera quand même assez haut. Donc ce sera un gros téléphone. Mais pour il y a clairement un marché. Il y a des gens qui aiment bien avoir un gros téléphone.
pour regarder des vidéos dessus. Ils veulent pas avoir une tablette, ils veulent juste avoir un téléphone qui fait tout, mais ils veulent aussi quelque chose qui tienne longtemps. Mais pour eux, c'est parfait. 5000 mAh, il y a ce qu'il faut, franchement. Celui-là, il est excellent, franchement. Le Moto 5 qui plaît, est assez intéressant aussi. Je trouve un peu dommage, 2800 mAh. Surtout vu la taille du téléphone, ils auraient pu mettre un peu plus de 3000 à coup sûr. Surtout qu'il est construit en plastique, donc il est assez léger quoi qu'il arrive. Donc autant mettre un petit peu plus de poids au niveau de la batterie, mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc une gamme solide selon moi de Motorola. Une gamme sûre surtout parce que vous avez la garantie d'avoir, on va dire, un service clientèle qui est en Europe au moins. C'est pas les meilleurs niveaux update par contre, on va être honnête, et la plupart ne sont clairement pas les meilleurs niveaux update de toute manière, donc ne vous attendez pas à avoir des mises à jour forcément, mais bon, honnêtement, je trouve que pour, on va dire, le commun des mortels, papa, maman, la famille, hein, les gens qui s'y connaissent pas trop, c'est le genre de modèles qui sont pas trop mal. Vous avez aussi la gamme J5 de Samsung qui est pas trop mal dans ce genre de niveau. Ou alors vous pouvez partir sur des anciens OnePlus si vous arrivez à en trouver. Ou même d'autres téléphones. Ensuite du coup on passe à la news la plus importante je pense. C'est la sortie des Ryzen de deuxième génération ou plutôt Ryzen Plus. Ce n'est pas un grand énormément changement d'architecture, je tiens à le prévenir encore une fois. Mais bon, c'est à peu près à quoi on s'attendait. Donc il y a énormément de reviews disponibles. Si vous en voulez au niveau FR, Cocoteland n'en a toujours pas sorti, ce qui est un peu dommage, j'aime bien Cocoteland. Vous en avez une très bonne sur le comptoir du hardware, site français, donc si vous voulez lire en français. Évidemment, je vous recommande de quand même lire plus de reviews. C'est toujours bien d'avoir plein de points de vue, un maximum de points de vue. Donc personnellement, j'ai déjà vu pas mal de reviews vidéo. Hardware Unbox, par exemple, que j'aime beaucoup. J'ai pas encore vu celle de Debauer. Pour ceux qui ne savent pas, il est assez connu parce que c'est lui qui s'amuse à fabriquer des outils pour facilement enlever le capot des CPU pour changer la pâte thermique en dessous, surtout chez Intel en fait. J'ai vu aussi toutes celles, c'est les gros youtubeurs tech, Linus Tech Tips et tout ça de toute manière. Donc j'ai personnellement, j'en ai pour des heures de review que j'ai déjà lu ou vu en vidéo, donc je commence à avoir, on va dire, à quoi les avantages de Ryzen Plus en tout cas et ce qu'il a un peu moins en avantage. Donc d'abord au niveau des changements, bon déjà un gros changement qui je pense il faut quand même le noter, c'est que tous les Ryzen maintenant seront équipés d'un refroidissement. C'était pas le cas des versions X avant, donc le 1600X, le 1700X et le 1800X n'avaient pas de refroidissement. Pourquoi? Parce que il partait du principe que quelqu'un allait forcément... Si vous achetez un processeur à plus de 300 €, vous allez mettre un refroidissement, un minimum, on va dire, intéressant, genre un pur rock au moins, ou alors quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Donc ils n'en incluaient pas. Là, ils ont changé, et je pense que leur raisonnement derrière, c'est qu'ils ont remarqué que beaucoup de gens, en fait, utilisaient juste le refroidissement par défaut, quoi qu'il arrive. Et du coup, ils perdaient un petit peu cet avantage sur ces modèles-là, parce que du coup, le 1600X, c'était intéressant, mais il fallait rajouter un refroidissement. Du coup, ça augmentait son prix. Alors que là, du coup, c'est déjà inclus. Et en plus de ça, ils ont inclus un nouveau refroidissement sans pour autant avoir un énorme prix. C'est ça qui est vraiment bien. Et le dernier point, c'est que le refroidissement est très intéressant. Donc ça, c'est le refroidissement qui est inclus avec le 1700X 2700X pour information. Il est assez grand en fait. Ça ne se voit pas trop, mais je peux vous garantir qu'il est assez gros. Si on voit là la forme, ça c'est pour mettre le processeur. Enfin, ça se met par-dessus le processeur. Vous pouvez voir que c'est quand même assez gros. Il refroidit plutôt bien, mais évidemment, ça ne vaut pas même un Be Quiet Pure Rock qui coûte à peine 30 €. Voilà, il y a des limitations évidemment. Il est prévu pour 95 watts de dissipation pour info. Donc forcément, vous n'allez pas faire des trucs incroyables ou autre chose avec. Mais largement suffisant pour quelqu'un qui justement veut pas faire d'overclocking, mais juste dans son PC, il s'en fiche. En plus, c'est RGB. Vous voyez, le truc là, c'est full RGB. Et il est assez silencieux, en fait. Donc, franchement, un bon gros changement qui vaut la peine. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour pas mal de gens. Ensuite, au niveau de l'architecture, je vais aller sur la review en FR, c'est plus facile de voir. L'un des deuxièmes plus gros changements, c'est que vous avez le nouveau turbo, le Precision Boost 2 de AMD. Donc, avant le Precision Boost, donc c'est comme le Turbo Boost de Intel. Hein. Donc ça veut dire que quand vous avez juste un cœur qui est utilisé, un thread, le processeur se met à maximum fréquence sur ce cœur, même plus haut que la fréquence qu'il pouvait avoir avant. Et puis,
s'il y a plusieurs cœurs utilisés, ben, il va diminuer de fréquence. Donc en gros, il fait en sorte d'offrir le maximum de performance si une application n'utilise pas tous les cœurs. Ce qui est très bon, c'est une très bonne chose à faire. Intel se débrouille très très bien là-dedans, ils ont une longueur d'avance, mais avec justement cette nouvelle sortie de Ryzen, ben, AMD a un peu comblé la distance, même sacrément en fait. Donc là, c'était l'ancien Precision Boost, donc vous voyez sur le 1800X, donc oh, je suis sur un cœur, 4 GHz, je suis sur, enfin 2 threads techniquement, oh, 4 GHz, oh, je passe à 3,7, fréquence de base, directement. Donc vous voyez, c'était bien pour les applications mal optimisées, évidemment, parce que là, elles utilisaient qu'un cœur, donc là, c'était fréquence maximum. Mais dès que vous dépassiez à 2 cœurs ou 3 cœurs, ben, vous aviez la fréquence de base. Ça veut dire que overclocker avait vraiment un énorme intérêt. Du coup, là, sur le Precision Boost 2, vous pouvez le voir, il a d'abord la fréquence a augmenté et le boost a augmenté. Donc maintenant, le 2700X, en tout cas, boost à 4,3 GHz, ce qui est franchement pas mal. Et aussi, s'il passe sur 2 threads, vous voyez, il reste à peu près à 4,3. 3 threads, un peu plus de 4,2, et puis ainsi de suite. Et vous voyez qu'au final, s'il est refroidi correctement, vraiment, s'il est vraiment bien refroidi, vous pouvez même le garder à un peu plus de 4 GHz sur pratiquement tous ses cœurs. S'il est refroidi correctement. Donc c'est un peu comme les cartes graphiques au final. Si vous n'avez jamais vu, c'est tant que la carte graphique est en mode, j'ai pas dépassé une certaine température, j'ai pas dépassé une certaine consommation, eh bien je booste le maximum possible, j'offre le maximum de performance. Et du coup, ça veut dire que selon le refroidissement, vous voyez là par exemple, il montrait donc le score avec Cinebench, et vous voyez que si vous mettez un meilleur refroidissement, vous avez déjà un boost de 7% de performance par rapport à un refroidissement classique, et avec le refroidissement justement qui est inclus avec, c'est plus 4 par rapport au refroidissement classique. Donc plus il est bien refroidi, plus il est performant de lui-même. Il s'overclock de lui-même en quelque sorte. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'était dû évidemment parce que Intel fait déjà ça depuis un petit moment. Ils le font peut-être pas aussi de manière assez agressive par contre, je dois bien l'avouer. Je ne sais pas sur les derniers Core i7 ou autre chose s'ils sont aussi agressifs au niveau du boost. Parce que là, vous voyez, le boost diminue à peine selon le nombre de cœurs. Hein, donc c'est assez agressif en fait. Mais bon, il y avait aussi un autre changement. Gros changement par rapport à cette génération. Et je pense que c'est l'un des plus gros changements. C'est les nouvelles cartes mères qui sont beaucoup plus matures. Donc on a le nouveau chipset, le X470, toujours pas de B450 en vue, mais il arrivera, pas tout de suite, hein, donc ça c'est un petit peu dommage, mais voilà. Et du coup le X470 est beaucoup plus mature, et ça se traduit par déjà par rapport au fait que les constructeurs de cartes mères maintenant commencent à s'habituer à Ryzen. Quand Ryzen était sorti l'année dernière, c'était nouveau, c'était une nouvelle architecture, tout était nouveau, donc forcément il y avait des bugs. Là maintenant, c'est déjà stable de base, mais en plus de ça, ils ont raffiné les cartes mères et la plupart des reviewers l'indiquaient, c'est vraiment le plus gros changement, c'est que les cartes mères, même si elles ont à peu près le même nombre de ports USB ou autre chose, elles sont beaucoup plus stables, surtout au niveau de la RAM, et ça c'est un bon point. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à avoir 3200 MHz sur la RAM très facilement, sans même vraiment forcer. Et vous pouvez même atteindre jusqu'à 3600, 3800 sur certains MHz sur la RAM. Et d'ailleurs, AMD supporte, alors par défaut quand vous mettez souvent de la RAM dans une carte mère, même chez Intel, la vitesse maximum supportée c'est souvent 2133 MHz ou voire même 2400 MHz. C'est-à-dire que la RAM va se mettre à cette fréquence de base. Il faut que vous, petite interruption, désolé, donc il faut que vous, par vous-même plutôt, vous soyez dans le BIOS et vous dites ok, ma RAM normalement je charge le profil XMP, elle fonctionne à 2600, 2800. Alors ça c'est déjà une chose, mais aussi il y a des fréquences maximum que les constructeurs recommandent, notamment Intel et AMD. Par exemple chez Intel sur la dernière génération, si je me souviens bien, ils recommandaient 2600 MHz. Ça veut dire qu'ils disent 2600 MHz ça devrait fonctionner. Même si par défaut quand vous mettez la RAM elle ne fonctionne pas à cette fréquence, si vous la mettez avec le profil XMP ça devrait fonctionner. Et puis après au-dessus c'est considéré vraiment comme de l'overclocking. Et bien là sur ces X470 la fréquence maximum supportée c'est 2900 MHz. Ça veut dire que jusqu'à 2900 MHz si vous prenez de la RAM on va dire compatible vraiment Ryzen qui est garanti, eh bien vous êtes sûr, vraiment sûr d'avoir les 2900 MHz. Ce qui est une très bonne chose. 2900 MHz, vous avez
on en avait parlé longuement quand les premiers Ryzen étaient sortis, la fréquence de la RAM booste vraiment les performances sur Ryzen, même des fois plus qu'augmenter la vitesse du processeur. Donc ce que vous voulez, c'est le processeur qui va à la plus haute fréquence possible, ce qui est déjà le cas avec le Precision Boost 2, ce qui est une bonne chose, et puis il vous faut la RAM la plus rapide possible. Donc là, avec tout ça, c'est excellent. Vous avez aussi des nouvelles technologies, le Store MI est vraiment intéressant. Vous avez même le support du RAID pour les SSD M.2, ce qui est genre chez Intel, il faut littéralement acheter une clé professionnelle qui coûte 150 $ pour déverrouiller ça sur les cartes mères professionnelles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. En gros, il faut acheter un DLC. Là, c'est fourni par défaut sur une carte mère qui coûte même pas 100 € si vous voulez. Et vous pouvez atteindre, avec les meilleurs SSD qui existent, du 8 Go à la seconde sur le disque. Ça sert à rien pour le commun des mortels, mais quand même, il le donne. Donc si vous avez une base de données à la maison, vous voulez faire tourner une base de données à la maison, je pense que ce genre de truc pourrait extrêmement vous intéresser, surtout qu'en plus le nombre de cœurs de Ryzen vous avantagera. Donc ça, c'était l'un des autres avantages. Et le dernier avantage, il me semble, je ne sais plus de trop. Oui, bon, la compatibilité, évidemment, c'est que vous pouvez toujours faire tourner sur du X370, même si c'est... si vous êtes, d'ailleurs pour ceux qui se posent la question, si vous faites tourner un des nouveaux processeurs du X370, déjà il faudra mettre à jour le BIOS, très important, et aussi vous n'aurez pas le Precision Boost 2 et vous n'aurez pas d'autres technologies qui sont propres à la carte mère, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que ça donne niveau performance, parce que c'est le plus important. Alors, il y a 4 processeurs qui sont sortis, je vous rappelle. D'ailleurs, on les voyait, il me semble, sur le site, voilà, ici. Donc, nous avons le 2700X qui remplace techniquement le 1700X. Ils sont au prix qu'on s'attendait, qu'on a vu dans la dernière news, donc 329 $ ou 329 € en fait. Vous avez le 2700 qui, lui, est à un peu moins de 300 €, qui est apparemment, enfin, selon moi, assez excellent. Vous avez le 2600X, 229 €. Vraiment pas mal, et le 2600 à un peu en dessous de 200 €. Du coup, au niveau des fréquences, il y a eu un boost. Il n'est pas énorme. Par exemple, le 2700X par défaut est à 3,7. C'est la fréquence par défaut du 1800X d'ancienne génération, mais techniquement, il remplace le 1700X. Donc là, il y a un boost de 300 MHz. Le 1700X est à 3,4, je vous rappelle. Et au niveau du 2600X, on est quand même à 3,6. Le 2700 est à 3,2 au lieu de 3,0 sur le 1700 de l'ancienne génération. Et puis le Ryzen 5 2600 est à 3,4, qui est pas trop mal avec des boosts qui sont aussi très intéressants. Du coup, qu'est-ce que ça donne niveau performance? Donc, j'ai regardé un petit peu, on va regarder sur Tech Power Up le résumé. Je vous invite à aller lire un maximum de tests évidemment. Les résumés nous permettra de voir directement. Prenons un résumé par exemple dans les jeux. Alors d'abord test 720p. Pourquoi on teste en 720p? Parce que comme ça permet d'éliminer... parce que les jeux tournent avec la carte graphique principalement. Ça je pense que tout le monde le sait. Du coup si on tourne en 720p, ça élimine un petit peu la carte graphique de l'équation. Et c'est vraiment le processeur qui influence le FPS maximum. C'est le cas avec les vieux jeux. Quand vous jouez à un vieux jeu qui tourne à 400 fps, au final vous tournez à 400 fps parce que le processeur n'arrive plus à suivre en fait. C'est vraiment ça. Et donc du coup, ben, c'est pas réaliste, très honnêtement. La plupart des gens ne feront pas tourner en 720p, surtout avec des PC pareils. Mais ça permet de voir un petit peu les différences entre processeurs. Donc là, un petit résumé justement. On va prendre directement, je pense, le résumé. Parce qu'évidemment, ça varie de jeu en jeu. Il y a des jeux où ça tourne mieux, il y a des jeux où ça tourne moins bien. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours le cas. Il y a des jeux qui sont plus optimisés Intel, il y a des jeux qui sont plus optimisés AMD. Tout simplement parce que certains développeurs n'optimisent que pour Intel. Certains d'autres développeurs essaient d'optimiser pour tout le monde. Donc, ne soyez pas étonnés des différences. Moi, je dis toujours, évitez de prendre du matériel juste parce que vous voulez faire tourner un jeu en particulier. Même si vous allez y jouer beaucoup, il y a un moment où vous allez arrêter d'y jouer, vous allez jouer à d'autres jeux, donc c'est pas forcément très réaliste. Par contre, il y a des tendances qui se suivent souvent, c'est que certaines marques, on va dire, certains développeurs, par exemple Ubisoft est souvent optimisé Nvidia par exemple. Donc, si vous aimez énormément les jeux Ubisoft, vous jouez pratiquement que à des jeux Ubisoft, ça c'est encore logique de prendre une carte plutôt Nvidia. Mais je vous dis vraiment, il ne faut pas forcément baser votre truc selon un jeu en particulier. Du coup, avec
on va dire les tests de performance. Donc ça, c'est la moyenne de tous les jeux. Hein, c'est tous les jeux qu'ils ont testés, ils en testent une dizaine si je me souviens bien. Du coup, la moyenne de tous les jeux, vous pouvez voir les résultats ici. Donc le 2700X, et il faudra aller voir, on va dire l'autre ici. Voilà, comme ça je vous mets la page. Voilà, on les voit comme ça. D'ailleurs, on va regarder plutôt ici parce qu'on a le 2700X de marqué. Donc le 2700X est à 2%, 2,4% de plus de performance en plus du 2600X de base. Et vous pouvez voir que le Core i7, lui, est à 19% en plus du 2600X. Si on passe d'ailleurs là-dessus, on peut voir que la différence est un peu moindre si on prend le point de référence du 2700X, justement. Donc ça, c'est le 2700X à 100, enfin, de base, non overclocké. Et vous pouvez voir que le i7 8700K, en 720p, dans la plupart des jeux, a 16% de performance en plus. Pas énorme, ça c'est même raccourci. Par exemple, vous voyez que le 1700X arrive à 92,2% de performance de 2700X, donc il y a une différence de 8% de performance entre l'ancienne génération et la nouvelle, ce qui est non négligeable. Franchement, c'est un joli petit boost pour au final un petit changement d'architecture. C'est principalement dû au fait que le Precision Boost 2 marche beaucoup mieux, et c'est vraiment ça, parce que ça se voit directement. Par exemple, le 2700X overclocké, oui, vous devez le voir, a des moins bonnes performances que le 2700X non overclocké. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est tout simplement parce que le 2700X non overclocké peut monter à 4,3 GHz avec son boost, alors que là, il est overclocké à 4,2. Donc, il est un petit peu moins haut au final. Et il y a d'autres différences aussi. C'est du coup, ben, c'est vraiment ça en fait qui fait la différence. Il peut booster plus haut s'il n'est pas overclocké. Ça peut paraître un peu contre-productif, mais ça se fait aussi chez Intel. Bien souvent chez Intel, par exemple le i7 8700K, si vous ne l'overclockez pas à plus de 4,6 GHz, dans les jeux, vous ne voyez pas de différence. Vraiment. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'il peut booster jusqu'à 4,7. Donc, je ne suis pas très étonné. Par contre, ce qui pourrait être un petit peu décevant, évidemment, c'est que overclocké, il va que entre guillemets, à 4,2 GHz par rapport à son boost qui est à 4,3. Alors que le i7 8700K peut aller overclocker plus haut que son boost. Donc ça, vous pourriez être un peu déçu. Après, comme j'ai dit, c'est du 720p. Passons à une résolution plus commune, 1080p. En 1080p, le 2700X, qui est là remis à l'échelle 100%, est seulement en retrait de 7% par rapport, enfin, ou plutôt le i7 8700K à 107% de performance du 2700X. Donc, on n'est pas très loin, on n'est vraiment pas très loin. Et là, c'est du coup avec une résolution beaucoup plus raisonnable. Le 2600X, par exemple, lui, est franchement pas très loin non plus. Vous pouvez voir le Core i7 8700K qui a du coup le même nombre de cœurs. Je vous rappelle que ce i7 là a 6 cœurs, 12 threads, et le 2600X a 6 cœurs, 12 threads justement. Vous voyez qu'il y a juste une différence de 8% encore une fois. Pas énorme, et surtout, franchement, ça se compense largement par le prix, parce que le 8700K coûte, en tout cas par rapport au 2600X, plus d'une centaine d'euros en plus. Donc pour 100 euros, vous pouvez prendre une meilleure carte graphique et compenser largement ces 8%, hein, même très largement. Surtout que là, c'est testé avec une carte graphique haut de gamme, une GTX 1080. Tout le monde n'aura pas une GTX 1080. Si vous tournez avec une GTX 1060, cette différence va encore être plus petite, parce que c'est la 1060 qui va vous limiter. Si on passe en plus à une résolution encore plus haute, du 1440p, qui devient assez commun, et qui du coup dépend plus de la carte graphique, vous voyez que la différence est de seulement 3% par rapport au 2700X. Donc franchement, là on arrive à un stade où AMD, il y avait une différence entre AMD et Intel au niveau jeu. Cette différence c'est vraiment raccourci. Il y en a encore une, clairement, et d'ailleurs je pense qu'on le voit le plus avec le i5 8400 qui est un processeur à 200 euros. Et qui arrive à dépasser le 2700X. Donc vous voyez que d'un point de vue purement jeu vidéo, le i5 8400 est plus intéressant. Et c'est pour ça que selon moi, je vais continuer de le recommander parce que c'est un excellent processeur. Mais Ryzen et surtout AMD arrivent à combler largement cette différence qui a souvent été reprochée en fait à Ryzen, malgré qu'au final, encore une fois,
c'est en tenant compte que il y a une grosse carte graphique qui a une GTX 1080 et s'amuse à jouer en 720p. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens. Et surtout, ça dépend du fait que il y a tellement de trucs qui... Le prix aussi, le prix de la plateforme en entier, il y a tellement de différences, quoi. Du coup, ben, personnellement, ça aurait été mieux d'avoir plus de différences de performance, mais je vous rappelle, Ryzen de deuxième génération, c'est pas vraiment la deuxième génération, c'est plus un Ryzen Plus, et pour un Plus, c'est franchement pas mal, surtout au niveau du fait que la plateforme est beaucoup plus raffinée maintenant, beaucoup plus stable, meilleur support de meilleure RAM, et surtout ce Precision Boost 2 qui est vraiment très intéressant. Même sur le 2600X, on l'a vu. Vous voyez que le 2600X, si vous l'overclockez à 4,1 GHz, là, c'est à mon avis la fréquence maximum qu'ils ont pu atteindre. Ce sera différent pour chaque personne, évidemment. C'est à peu près la même chose. Donc, déjà, donc pour ceux qui veulent overclocker, bon, clairement, vous n'allez pas prendre le 2700X. De toute manière, vous allez prendre le 2700 tout court et l'overclocker. Mais pour ceux qui ne veulent pas overclocker, franchement, Ryzen 2 ou Ryzen 2000 est beaucoup plus intéressant. En sortant de la boîte, il a des très bonnes performances sans y toucher. Et ça, c'est une très bonne chose, je pense, pour la plupart des gens qui ne veulent pas justement mettre la main dans le BIOS et commencer à overclocker. Et en plus, vous avez le refroidissement fourni par défaut, qui, encore une fois, donne encore plus d'intérêt au processeur. Donc voilà, c'est à peu près tout. Il y a aussi du coup les cartes mères. Au niveau des cartes mères, c'est comme j'ai dit, au niveau des prix, ça va encore, les cartes mères en X470. Vous avez une petite différence de 10 € en général par rapport aux mêmes cartes mères en X370, donc qui ont le même genre de fonctionnalité, le même genre de nom au final. Par exemple, la Gaming 5 chez Gigabyte en X370 est 10 € moins cher qu'une Gaming 5 en X470 chez Gigabyte. Donc vous voyez un peu le genre de différence de prix. Donc pas une énorme différence. Les disponibilités sont un petit peu... voilà, c'est un petit peu du mal pour le moment. Et encore une fois, il n'y a que le X470 pour le moment. Donc là, la plus basse que j'ai vue sur Topachat en tout cas, c'était la Gaming Plus de MSI, qui semble être assez complète honnêtement, avoir à peu près tout ce qu'il faut, et qui du coup est à 130 €. Ce qui est très raisonnable niveau prix. Et vous avez évidemment des modèles beaucoup plus chers. Personnellement, mon préféré, c'est celui-là. Elle est juste magnifique. Elle est à 178, un petit peu plus cher, mais... Date design. Si honnêtement, je vais essayer, hein, parce que j'aimerais pouvoir vous faire des vidéos sur Ryzen 2 évidemment. Je vais essayer de m'en dégoter un, et si je m'en dégote un, j'essaierai de me dégoter justement l'Asus Prime qui, parce que vous devez le savoir, mon PC, j'essaye d'avoir un thème gris, et du coup, ben là, avec toutes ces parties en métal grise, elle collerait assez bien à mon thème actuel. Donc ouais, j'aimerais beaucoup l'avoir avec un 2700X, ce serait excellent. Mais bon, on essaiera de voir en attendant. Il faudrait que, si j'essaie de l'avoir, il faudrait que j'essaie de l'avoir avant de monter le système de water cooling, parce que si je monte le système de water cooling et que je dois changer la carte mère juste après, ça va un petit peu m'embêter, genre tout petit peu, mais bon. Voilà, du coup c'est à peu près tout au niveau de Ryzen. On a parlé pas mal de temps, mais il y avait énormément de trucs à dire évidemment. Franchement, si je dois faire une petite recommandation, je dirais qu'au niveau bas de gamme, les anciens Ryzen sont toujours pas mal. Parce qu'on n'a toujours pas de Ryzen 3 en deuxième génération. Vous avez aussi les Ryzen 3 et 5 avec des parties graphiques Vega qui sont très intéressantes. Les Core i3 à cette gamme de prix là, les nouveaux Core i3 de 8e génération en tout cas, sont très intéressants aussi, il ne faut pas les ignorer. C'est des 4 cœurs maintenant, je vous rappelle. Vous avez les Ryzen 5 1600 et 1600X qui sont toujours des très bons plans. Ils sont vendus très peu cher, donc si vous voulez les avoir, vous pouvez les avoir pour 160 € et 170 € si je me souviens bien. Donc là, très bon. Ensuite, vous avez le i5 8400 qui est selon moi le bon plan pour un gamer parce qu'il est juste, ça se confirme dans les chiffres ici, il est juste excellent. Et puis au-dessus, je dirais, évidemment le i7 8700K est selon moi le meilleur que vous pourriez obtenir. Mais c'est juste, il est, je veux dire, le i5 8400 a 6 cœurs. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui fait du montage vidéo ou même du stream, 6 cœurs c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Avant les i5 c'était des 4 cœurs. Donc là vous auriez pu encore discuter. Mais maintenant non.
Ça se discute même plus, c'est largement suffisant. Du coup, le 8700K, il est un peu les fesses entre deux chaises. Il est dans la chaise, oh, il est très bien pour le gaming, et puis la chaise, oh, il arrive à se débrouiller dans les tâches qui demandent beaucoup de cœur. Mais le problème, c'est quelqu'un qui voudra avoir quelque chose de très bon dans le gaming, ou juste quelqu'un qui voudra avoir quelque chose de très bon au point de vue puissance cœur, bah, il vaut mieux prendre justement le 2700X. Parce que le 2700X, si on regarde les chiffres de performance purement CPU, se débrouille très bien. Bon, alors là, ils ont des tests différents, mais si je vous montre par exemple au niveau rendu, ouais, bah, souvent les 2700X sont parmi les meilleurs. Évidemment, ça dépend de programme en programme, donc c'est pour ça je vous recommande très chaudement de toujours vérifier. Ah tiens, il y a une vidéo d'Orania Sama qui est sortie. De toujours vérifier que le programme que vous utilisez, surtout si vous êtes un étudiant ou même vous travaillez dans le milieu, regardez des tests pour votre programme en particulier, parce que ça peut vraiment varier. Et selon la version du programme que vous avez, parce qu'il y a des fois des nouvelles versions qui supportent Ryzen et qui du coup ont un énorme boost de performance. Donc voilà, c'est un peu mes recommandations. Et au-dessus, vous avez selon moi Threadripper qui est le plus intéressant. Si vous voulez juste du pur cœur, vraiment pure puissance brute, Threadripper est souvent très intéressant. Les Core i9 sont bien si... Les Core i9, ils ont un peu aussi un cas d'utilisation très spécifique. C'est genre pour les gens qui veulent jouer aux jeux vidéo, mais aussi travailler sur beaucoup de cœur avec leur PC. Et c'est très spécifique comme utilisation, hein, franchement. Surtout que Threadripper se débrouille très bien en jeu vidéo. D'ailleurs, ça me permet de faire on va dire le pont là-dessus. Évidemment, il y a Threadripper avec Ryzen Plus qui va sortir dans quelques mois certainement. Donc là, bah, ça pourrait être très intéressant. Je verrais bien personnellement. J'aimerais bien peut-être m'en dégoter. Hein. Ce serait pas mal, Ok, bon, c'est tout au niveau de Ryzen. On en a déjà parlé assez bien. Ok, alors maintenant, news au niveau de Nvidia. Nvidia va arrêter, oui, le support des drivers 32 bits. Donc vous pourrez toujours télécharger les vieux drivers 32 bits. C'est juste que les nouveaux drivers ne seront plus faits en 32 bits. Donc c'est une énorme news en réalité. Parce que ben, ça commence à sonner vraiment la fin du 32 bits. Qui est, même maintenant, la plupart des gens qui achètent un PC avec Windows, c'est un Windows 64 bits maintenant. Voilà encore quelques années, vous aviez encore des 32 bits. Maintenant, ça disparaît de plus en plus. Et ils ont aussi arrêté le support des Fermi. Fermi, c'est la génération 400. Donc c'était la 480. Qui d'ailleurs, à l'époque, était un véritable chauffe. C'est certainement l'une des cartes graphiques qui n'a jamais autant... Enfin, qui a le plus... c'est celle qui a chauffé le plus au monde, je pense. Parce qu'elle était juste un monstre de chauffe, mais aussi de puissance. Donc... il y a beaucoup de gens qui semblent oublier que Nvidia des fois a sorti des cartes graphiques vraiment qui chauffaient, mais vraiment pas mal. D'ailleurs là, il y en avait 4 ici, à mon avis, ça devait faire un sacré chauffe ce truc-là, et un sacré bruit aussi. Mais bon, donc ouais, ça, je tenais à le dire, c'est juste, hey, ça arrive, on arrive vraiment à la fin en fait, c'est vraiment ça. Et une autre news niveau carte graphique, c'est au niveau de Power Color qui a montré la RX Vega Nano. Donc ce sera une remplaçante depuis le temps, hein, ça fait plusieurs années, à la Radeon, comment elle s'appelait, Fury Nano, voilà, qui était une carte graphique vraiment toute petite. Là vous voyez, c'est extrêmement petit, mais qui avait le niveau de performance pratiquement d'une Fury. Donc là, c'est la même chose, mais avec le niveau de performance d'une Vega. Donc c'est un peu en retard, honnêtement, je trouve, niveau date, mais ça arrive, donc ce sera certainement une Vega 56, qui est à peu près au niveau de puissance d'une GTX 1070 pour information, mais version genre très basse consommation et version très petite. Donc là ce sera parfait franchement pour les gens qui veulent faire une très petite config dans un très petit boîtier. À voir ce que ça donnera. Franchement la Fury Nano était excellente, c'était certainement selon moi la meilleure des Fury parce qu'elle était vraiment bien. Elle avait des problèmes de disponibilité parce que pour faire ce genre de carte graphique, en fait, il trie les cartes graphiques, enfin les chipsets graphiques surtout, genre tous les puces graphiques qui vont dans les Vega 56 ou 64, il les trie sur le volet, et puis celles qui se débrouillent le mieux au niveau consommation électrique, il les garde pour ça en fait. Donc c'est-à-dire que niveau disponibilité, ce sera pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ça doit être très intéressant. Par contre, je suppose que ça va être une carte graphique très prisée par les mineurs, parce que les mineurs, ce qu'ils veulent, c'est consommation minimum et performance maximale,
Et les cartes AMD sont souvent les meilleurs niveaux performance brute pour le minage. Et en plus de ça, elles consomment pas beaucoup. Donc, à mon avis, on n'arrivera pas à en acheter pour les jeux vidéo. Ce qui est fort dommage, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ben, c'est à peu près tout au niveau news. Oui, j'en ai pas vraiment plus. Je me suis dit que vu qu'on allait parler de Ryzen pendant une demi-heure littéralement, j'allais pas caser plus de news. On pourra toujours en parler la semaine prochaine si j'ai un petit peu omis des choses de toute manière. Je voulais juste revenir, quoique vite fait, sur le GPP. Petite news vite fait sur le GPP. Le GPP est confirmé. Asus a bien annoncé la gamme Ares. Donc, ça semble être confirmé. Alors, parce que le GPP, un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que le GPP est confidentiel. Donc, ce qu'on sait du GPP, c'est un peu des leaks. C'est pas forcément des informations. On n'a pas le document qu'on peut lire là, devant nous. Du coup, c'était un petit peu des trucs supposés, des oui-dire justement de gens qui travaillent dans ces boîtes-là. Évidemment, c'était à peu près confirmé parce que même je pense même des employés qui travaillent dans ces marques-là étaient un petit peu choqués par ça. Du coup, oui, les prochaines cartes, en tout cas Asus AMD, seront sur la gamme Ares. Personnellement, j'ai envie de dire, je sais pas, honnêtement, je trouve que c'est une mauvaise chose. C'est vraiment une mauvaise chose. Et je suis très déçu par tous les constructeurs qui ont juste accepté ça. Parce que selon moi, si tous les constructeurs avaient juste dit non, eh bien Nvidia n'aurait jamais pu enforcer ça. Pourtant, ils n'ont pas dit non, ils ont juste suivi. Du coup, moi je vous le dis, si vous devez acheter une carte AMD, prenez une carte Saphir. Saphir est le constructeur le plus réputé pour les cartes AMD. Ils ne construisent que des cartes AMD d'ailleurs. Et du coup, c'est souvent dans les moins chers en plus, c'est les meilleurs. Donc, montrez justement, selon moi, à Asus, MSI et tout ça, que vous n'êtes pas d'accord justement avec le GPP, que si ils adhèrent au GPP et qu'ils s'amusent à juste littéralement caser AMD dans une sous-marque que personne ne connaît, eh bien vous allez juste prendre des cartes graphiques d'une autre marque qui respecte AMD et qui ne s'amuse pas à faire ce genre de choses. Selon moi, c'est ce qu'on devrait faire, parce que je trouve ça assez honteux, franchement. Enfin, c'est juste, vraiment, si Asus avait été voir MSI, si MSI avait été voir aussi Gigabyte, si c'était mis ensemble, qu'ils avaient dit à Nvidia, non, ça ne sera pas possible, Nvidia n'aurait pas eu trop le choix, parce que MSI, Asus et Gigabyte, ça doit être plus de 50% des ventes de cartes Nvidia. Donc, ouais, personnellement, je suis assez déçu. Je le dis encore, mais juste, voilà. Du coup, ouais, achetez des cartes Saphir, elles sont vraiment bien de toute manière. Si vous devez acheter une carte AMD, si AMD décide de sortir une carte graphique d'ici quelques temps, parce que ces derniers temps, c'est un petit peu vide. Même au niveau Nvidia, en fait, c'est un petit peu vide. On attend toujours la génération 2000. Je sais pas si ce sera la 2080 ou je sais pas quoi, on verra bien. En tout cas, il n'y a toujours pas de news vraiment à propos de ça. Donc, on attend, hein, on verra bien. De toute façon, avec les mineurs et tout ça, je veux dire, acheter une carte graphique ces derniers temps, c'est pas trop ça. Donc, ouais. De toute façon, vous pouvez toujours acheter un nouveau Ryzen, ma foi. Dans tous les cas, merci à tous de regarder. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour le prochain Tech Ça M'a Chaud. Je vous dis salut à tous.